entre tous les acteurs du projet et particulièrement entre les partenaires industriels. Il a insisté sur le fait que ces synergies doivent être renforcées pour assurer la réalisation des objectifs communs, notamment le respect des engagements et la livraison du projet dans les délais impartis, conformément aux standards internationaux prévus dans les accords. M. Diba Diakité a également insisté sur l'importance de maintenir un suivi rigoureux pour éviter les difficultés rencontrées au cours de l'année 2024 et pour garantir que la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires se termine dans les délais. Les discussions ont porté également sur le renforcement des synergies entre le projet Simandou et la vision stratégique du président de la République, en l'occurrence le programme Simandou 2040. Nous devons vraiment continuer ces réunions sur le projet Simandou, comme nous tendons vers la phase d'exploitation. Et après plus de 2 ans maintenant d'efforts acharnés, il est important que 2025 soit vraiment l'année des efforts pour encore continuer à attirer les investisseurs. Et dans ce sens, vous l'aurez compris, du côté de l'État, nous avons fait le choix d'utiliser le projet Simandou comme un catalyseur de la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État, dans sa vision de développement long terme de la Guinée, a instruit la mise en place d'un programme de développement nommé Simandou 2040, qui est actuellement en cours. Il est extrêmement important que la compagnie du Transguinéen puisse consolider tout son arsenal sur le projet Simandou, surtout sur le programme Simandou 2040. Nous avons parcouru les différents sujets identifiés, prioritaires, qui nécessitaient une décision de notre part. C'est le lieu vraiment de remercier tout le monde pour cette bonne collaboration. L'année 2025 va aller très vite, nous avons beaucoup de défis. Et le deuxième aspect, c'était les instructions venant des décideurs pour accélérer le travail, la communication et l'agilité des équipes, la réaction rapide, que ce soit du côté de l'État, mais aussi des partenaires sur les différents sujets. Les partenaires industriels ont unanimement salué le soutien constant du gouvernement ainsi que l'accompagnement stratégique du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de l'engagement continu a permis de surmonter les défis et d'assurer la mise en œuvre effective du projet Simandou. Pour eux, ces progrès n'auraient pas été possibles sans le leadership éclairé et déterminé du président de la République. En 2025, la Guinée s'apprête à franchir un nouveau cap dans son développement avec un projet Simandou qui ne se limite pas à l'exploitation du minerai, mais qui vise également à doter le pays d'infrastructures modernes et multifonctionnelles, génératrices de croissance et d'emplois pour l'ensemble de la population. C'est à la demande du président du comité stratégique que cette réunion a eu lieu avec les premiers dirigeants des partenaires industriels, en l'occurrence Rio Tinto, Simfer, Baou, et WCS et le comité stratégique du projet Simandou. Le but de la réunion était de faire le bilan du projet pour l'année écoulée, l'année 2024. Est-ce que les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords ont été atteints? Nous sommes heureux de constater que tous les jalons que les partenaires industriels, que le projet devait atteindre à la fin de l'année 2024 ont été atteints. Toutefois, nous attendons, côté de l'État, la certification par notre ingénieur conseil international de l'audit qu'il a effectué pour s'assurer que les jalons de réalisation des différentes composantes du projet ont été atteints, que ce soit les tunnels, les ponts, au niveau du port, des ouvrages majeurs. Ensuite, les discussions ont porté sur l'année 2025, afin de nous permettre, sur base de rapports consolidés avec des plans de décaissement y associés, pour avoir une meilleure visibilité de la fin de la construction du projet qui est prévu à décembre 2025.
Ça nous permettra d'avoir un suivi rapproché car l'année 2025 est une année charnière qui est celle de la fin de la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires et celle de la mise en exploitation des 2 mines. La mine de WCS et Baou, les blocs 1 et 2, et la mine de Simfer Rio Tinto, les blocs 3 et 4. Inch'Allah, en décembre 2025, on va entendre le premier train siffler pour transporter le minerai de fer du projet Simandou, qui, il faut le souligner, ne transportera pas que du minerai, il transportera des passagers, mais également des marchandises. Et ça, ce n'était pas possible sans le leadership éclairé du président de la République. Cette réunion de haut niveau a permis de réaffirmer l'engagement des différents acteurs à livrer un projet conforme aux attentes des parties dans les délais et en ligne avec les objectifs du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Le ministre directeur de cabinet de la présidence en charge du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a clôturé la rencontre en exprimant ses vœux de prospérité pour la Guinée, soulignant que le succès du méga-projet Simandou sera un atout majeur pour le bien-être de tous les citoyens guinéens, sans distinction. Dans le reste de l'actualité, lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage d'énergie. À Kaloum, les populations s'engagent à adopter une gestion rationnelle de l'énergie au sein des ménages. Et selon les enquêtes du ministère de l'Énergie, le gaspillage énergétique cause des pertes financières estimées à plus de 15 millions de dollars par mois. C'est le chef du gouvernement, Amadou Riba, qui a présidé la cérémonie. Hadi Kamara. C'est une campagne nationale de sensibilisation de lutte contre le gaspillage d'électricité en Guinée. Les activités débutent aujourd'hui avec une marche qui part du siège du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures jusqu'au quartier Temenataï en passant par la cathédrale Sainte-Marie et le marché Niger. Cette démarche vise à rationaliser la consommation de l'énergie électrique. La rationalisation de l'électricité doit être un réflexe pour chaque citoyen et à tous les niveaux, dans l'administration publique ou privée, mais également dans les foyers. Je voudrais également vous rassurer de la disponibilité du gouvernorat de la ville de Conakry et l'ensemble de ses autorités communales, y compris les chefs de quartier et les citoyens, à vous accompagner dans tous les efforts fournis. Il est question, dans le cadre de cette démarche, de responsabiliser les utilisateurs afin d'adopter de nouveaux comportements qui seront, au bout du rouleau, bénéfiques, aussi bien pour l'économie nationale que pour les bourses des ménages. Dans certaines pièces, on voit des climatiseurs qui fonctionnent tout le temps alors qu'il n'y a personne dedans. Des lampes allumées alors que ce n'est pas nécessaire et même parfois pendant toute la journée. C'est un gaspillage que je considère comme étant irresponsable. Donc il faut que nous fassions des efforts dans ce sens. Par rapport à EDG, il faut prendre des mesures drastiques, des compteurs totalisateurs, ça c'est très important. Et comme vous le savez mieux que moi, il faut que nous fassions le maximum pour que tout ce qui est produit puisse être utilisé de manière efficace. Cette campagne de sensibilisation sur fond citoyen requiert les efforts de tous les consommateurs, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, en vue de garantir l'utilisation rationnelle du courant électrique. En dehors du continent, Riyad, c'est en Arabie Saoudite, après la réunion des gouverneurs de la Banque islamique de développement, Ismail Nabi, sa suite, ont été reçus par le ministre saoudien des Finances avant de se rendre au siège du Fonds saoudien de développement. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riyad. Tabansila, envoyé spécial. Riyad, dans la capitale politique de l'Arabie Saoudite, le ministre du Plan et sa suite sont reçus au siège du Fonds saoudien pour le développement. Tout d'abord, une visite guidée des stands exposant
La liste de projets financés par le fonds en fonction des pays, notamment la Guinée, suivie d'un entretien fructueux autour des projets réalisés et en cours entre la Guinée et l'institution hôte. Le fonds saoudien a financé plusieurs projets en Guinée. En date, le dernier projet, c'est le projet d'adduction d'eau potable qu'on a signé il y a un mois. L'autre projet, c'est le projet hôpital mère-enfant. Donc on est venu discuter sur ce projet. Ils sont vraiment prêts pour que cet hôpital mère et enfant qui va être situé à Koya commence très rapidement. Ils viennent nous réitérer leur support par rapport au programme de développement socio-économique Simandou Vision 2040. Donc ils attendent des projets qui vont être inclus dans le programme Simandou pour que le fonds saoudien participe activement pour le développement de notre pays. Avant le fonds saoudien, la délégation guinéenne a été reçue la veille par le ministre saoudien de l'économie et de la planification. Ici, les débats ont porté sur le transfert de compétences et le renforcement de capacités entre experts guinéens et saoudiens autour des projets structurants. C'était une réunion vraiment fructueuse. On a mis une task force entre les deux ministères. Ces équipes ont travaillé, ils ont fait sortir une feuille de route qui sera axée sur la collaboration entre l'Institut de statistique de la Guinée et l'Institut de statistique de l'Arabie Saoudite pour envoyer des cadres guinéens pour vraiment la formation par rapport aux statistiques. Par là, on va signer un mémorandum d'action pour commencer 3 actions phares. Les statistiques, la planification et le fonds souverain. Les chefs ont déjà tracé les routes, c'est à nous maintenant de les implémenter pour le bénéfice de nos différentes populations. En Guinée, comme à l'étranger, les efforts du ministère du Plan et de la coopération internationale à la recherche de partenaires au développement ne faiblissent pas. Partout, les partenaires sont mobilisés autour des actions enclenchées par le gouvernement sous la vision du président de la République, orientée vers le décollage économique et social du pays. 60 jeunes issus des universités de la société civile et de l'entrepreneuriat ont effectué une visite guidée au Conseil national de la transition. Ils étaient venus voir, mais surtout comprendre le fonctionnement de cet organe législatif de la transition et ses attributions. Robert Siditono. Initié par l'ONG Ouvrir les Horizons, ces 60 jeunes entrepreneurs, acteurs de la société civile et étudiants visitent pour la première fois l'institution parlementaire. Cette visite de découverte a permis à ces jeunes de comprendre le rôle et le fonctionnement de l'institution législative de la transition. Ça a permis d'avoir une vision plus large, de connaître ce que le CNT est en train de faire, parce qu'on est là derrière nos téléphones, on est là en critique et tout, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on a eu l'occasion, l'opportunité de savoir comment est-ce que le CNT fonctionne. Auparavant, on ne connaissait pas, au fait, comment est-ce que les choses se passent au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus outillés sur le mécanisme qu'une loi doit suivre, à partir de la proposition jusqu'en passant par l'élaboration, jusqu'au niveau de l'adoption. Nous avons aussi eu tous les différents membres, toutes les corporations, toutes les branches du Parlement étaient là. On a découvert assez de choses à travers cette initiative. La rencontre a aussi permis aux visiteurs d'aborder avec les guides les questions de jeunesse, de formation et celles relatives au développement. L'entretien a été bouclé par la visite de certaines commissions du CNT et dans l'hémicycle où s'effectuent les plénières et d'autres délibérations de l'institution. Conseillons la persévérance, de continuer à chercher, qui cherche trouve, dit-on souvent. À côté des aînés, on apprend toujours. On pense qu'ils vont transmettre ce message ailleurs et à l'entourage et inciter d'autres personnes à venir à l'Assemblée nationale. La structure projette plusieurs autres visites dans d'autres institutions républicaines du pays. Comme annoncé dans les titres, réception et inauguration officielle des infrastructures réalisées à travers la coopération guinéo-marocaine. Il s'agit de 2 stations de pompage modernes et d'épuration dans les communes de Dixine et Matam, des infrastructures qui vont améliorer les conditions d'hygiène et lutter contre les maladies hydriques, l'insalubrité et la dégradation de l'environnement. La cérémonie a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement. Mounir Bari, Maïmouna Bella Diallo. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Matam et de Dixine. 2 stations de pompage d'épuration des eaux usées sont réalisées à hauteur de 5 millions de dollars américains. Un bon exemple de coopération sud-sud se concrétise entre la Guinée et le royaume chérifiant.
Ces 2 stations de pompage vont permettre essentiellement d'améliorer la question de l'assainissement, surtout lié au traitement des eaux usées. Mais l'autre élément, c'est que l'ensemble des ménages des communes de Dixine et de Matam auront désormais la possibilité de se connecter au réseau de traitement. Les défis liés à l'eau, l'assainissement liquide et la gestion des eaux usées deviennent, comme vous le savez, de plus en plus pressants, particulièrement dans un contexte d'urbanisation rapide et de dérèglement climatique croissant dont font face de nombreux pays. Une gestion efficace de ces ressources s'impose dorénavant comme une priorité non seulement pour préserver la santé publique, mais aussi garantir un développement urbain. Ces infrastructures à la pointe des technologies vont réduire drastiquement la fréquence des maladies d'origine hydrique, sans oublier la protection de l'environnement par le traitement des déchets. Il faut se connecter au réseau pour éviter, pour ceux qui ne le savent pas, les stations de pompage. Et le réseau explique qu'il faut éviter de faire les fosses septiques dans les quartiers, dans les maisons. Donc, toutes les familles qui doivent se connecter n'auront plus besoin de fosses septiques dans leur cours. Installer une station d'épuration des eaux usées est une excellente chose pour la population de Conakry. Et cette station a plusieurs impacts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. La réalisation de ces méga-projets présidentiels à travers la coopération guinéo-marocaine galvanise la direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et les collectivités de Matam et Dixine. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces infrastructures. Nous sommes très heureux de savoir que un problème est réglé. Ces stations modernes d'épuration des eaux usées sont opérationnelles et les acteurs sont à pied d'œuvre pour couvrir toutes les communes de Conakry. En déplacement, une mission conjointe conduite par le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles vient de visiter certains chantiers de rénovation et de construction, notamment le stade du 28 septembre et de Nongo, ainsi que la route Kabele-Kouria. Mamadou Angelo Diallo est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Bakari Bambakonde. Cette mission mixte d'évaluation composée entre autres par ailleurs des cadres du BSPP, de l'administration des grands projets ACGP, du ministère des Infrastructures et du directeur général de la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République, Moussa Condé, a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keyamou Bogola Raba, et l'entreprise en charge du chantier pour un briefing sur le niveau d'évolution du projet de rénovation, d'extension et de modernisation du mythique stade du 28 septembre et celui de Nongon. Longtemps privé de stades de compétition répondant aux normes de la FIFA, la Guinée est obligée de jouer ses matchs internationaux à l'étranger, faute de stades homologués. C'est pour remédier à cela que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour la rénovation, l'extension et la modernisation des stades du 28 septembre et de Nongo pour permettre à l'équipe nationale de disputer ses matchs sur place. Le ministre des Sports a fait une présentation des travaux de rénovation en cours devant correspondre aux standards internationaux. Conformément au cahier des charges, le stade du 28 septembre, une fois rénové, aura une capacité de 18 000 places entièrement financée par le budget national de développement BND. Un avenant qui permet de porter cette capacité à 30 000 places avec le volet extension. Le stade de 28 septembre, c'est 18 000 places et maximum on pourrait aller à 30 000 places. Nous avons cette première phase qui est évidemment la pelouse plus la tribune et évidemment tout ce qui concerne les vestiaires et donc le stade proprement dit. Le niveau d'évolution que nous avons sur le plan du génie civil, c'est vraiment avancé. Et si vous ajoutez à cela la partie équipement, nous pouvons dire que nous sommes autour de 80%. Le coordonnateur du BSPP et le ministre conseiller du chef de l'État ont visité l'ensemble du chantier pour évaluer par eux-mêmes le niveau d'exécution du cahier de charge et la qualité des travaux en cours de réalisation. Des échanges techniques avec l'entreprise en charge du chantier et le ministre des Sports ont permis aux missionnaires du chef de l'État de cerner la réalité du terrain. Nous sommes là pour nous assurer que le stade du 28 septembre qui figure dans le portefeuille des priorités présidentielles avance très bien. Et nous sommes heureux de constater que les travaux sont en train d'avancer. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les matchs de la Guinée se jouent à l'extérieur du pays.
Et c'est un projet qui porte sur une question de souveraineté nationale. Il est important pour nous que cette donne change et plus rapidement. Il est important que nous fassions vivre à nos populations ces événements le plus souvent que possible. Et pour cela, il faut que nous ayons des stades qui sont homologués. La troisième étape de la visite de chantier a conduit l'équipe d'évaluation sur les travaux de construction de la route nationale secondaire à Kagbelen-Kouria en compagnie du bureau d'études, de l'entreprise en charge des travaux, des cadres du département des infrastructures et ceux de l'ACGPI. Ce projet d'utilité publique qui devrait permettre de désengorger la circulation sur cet important axe routier fait face à plusieurs défis. Le retard dans la finalisation des accords de financement et la mobilisation des fonds, l'occupation de l'emprise de la voie qui freine la progression des travaux, ainsi que les risques d'inondation des zones d'habitation au PK1. Sur tout le long du tracé des 26 km reliant Kagbelen-Kouria, la mission dépêchée par le chef de l'État a pu évaluer le niveau d'exécution des travaux, notamment sur le lot 1 d'une distance de 6 km, du lot 2 de 10 km et du lot 3 de 10 km 300. On vient de parcourir les 26 km linéaires de routes qui font le projet de construction de la route Kagbelen-Kouria. Le premier constat est que les entrepreneurs sont présents sur le chantier, ce qui est un très bon signe. Et nous avons essayé de relever les différentes contraintes qui empiètent sur le bon déroulement du projet. Et l'une des premières contraintes qui est la délocalisation des personnes affectées par le projet. Mais je puis vous rassurer déjà que sur cette problématique, le gouvernement a déjà pris le devant. Et après cette visite, nous allons nous retrouver en comité restreint pour tirer les leçons de tout ce que nous avons constaté comme contrainte et voir ensemble comment définir une feuille de route pour aller de l'avant avec ce projet. Je dois juste rappeler que ce projet est inscrit dans le portefeuille des priorités présidentielles. La visite de ce tronçon devrait permettre de donner une nouvelle dynamique au projet à travers un suivi régulier pour son accélération et sa finalisation. Le BSPP, conformément aux orientations du chef de l'État, est engagé pour un suivi renforcé pour le bouclage des accords de financement ainsi que sur les questions d'indemnisation des occupants des emprises afin de lever tous les goulots d'étranglement et donner un coup d'accélérateur au projet. Espace santé, vulgarisation des règles, procédures de prise en charge médicale des agents de l'État. Ce jeudi, les techniciens de la Caisse nationale de prévoyance sociale étaient à la douane nationale. Les soldats de l'économie ont été longuement sensibilisés sur les conditions de prise en charge sanitaire. Une initiative présidentielle très appréciée par ces commis de l'État. Alpha Gaba. À la direction générale des douanes ce matin, le rassemblement se déroule en présence des techniciens de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit d'expliquer aux soldats de l'économie les règles et procédures de prise en charge médicale des assurés sociaux. On a trouvé que la douane est très bien organisée. Déjà, ils ont, comme le dit le DG, ils ont une mutuelle ici qui couvre les 20%. Les 80% sont couverts par la CNPS. Et ça fait que ça nous rend la tâche beaucoup plus facile parce que si on arrive à mettre les efforts ensemble, surtout un travail technique, pour ne pas que les patients de la douane payent 1 centime lors des consultations et le paiement des médicaments. Ils ont fait une doléance nous demandant de travailler ensemble, de mettre les équipes techniques ensemble et conjuguer les efforts afin que la mutuelle rentre en jeu pour pouvoir payer directement les frais des 20% que payent ici les éléments de la douane. Les douaniers sont des fonctionnaires. Ils sont donc concernés par la couverture médicale des agents de l'État. Ici, toutes les questions relatives à la prise en charge médicale sont posées. L'initiative présidentielle est hautement saluée par ces douaniers. Je voudrais saluer cette initiative présidentielle qui vient à point nommé notamment l'administration des douanes, puisque tout simplement, nous avons la mutuelle. La mutuelle plus la prévoyance sociale, je crois que nous sommes couverts pratiquement à 100%. Donc c'est une initiative qui vient s'ajouter, n'est-ce pas, à la mutuelle en douane et qui est une initiative assez heureuse, qui est très bonne pour la population. Notamment cette population aussi, quels sont les fonctionnaires. Après la direction générale des douanes, le même exercice des techniciens de la CNPS
va se poursuivre. L'objectif est de sensibiliser tous les agents de l'État sur les conditions de prise en charge médicale. Des chercheurs de plusieurs pays et acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme en Guinée et au Mali sont à Conakry. Ils échangent sur l'implémentation de la vaccination saisonnière dans ces deux États. Le Centre national de formation de recherche en santé rurale de Mafereya pilote le processus pour la partie guinéenne. Tierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Éradiquer le paludisme par la vaccination est notre combat des États. La Guinée et le Mali sont inscrits dans un même projet pour l'introduction de nouveaux vaccins, à savoir le RTS et le R21. À Conakry, avec l'implication du Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafereya, les acteurs venus de plusieurs pays partagent des idées. Combiner les deux stratégies, à savoir coupler la vaccination antipaludique à la chimioprévention du paludisme, et cela n'a pas été encore évalué sur le terrain. Ces études ont été réalisées sur le plan scientifique, mais nous voulons évaluer sur le plan pratique l'introduction de ces vaccins dans nos systèmes nationaux de lutte contre le paludisme. Ce projet est pour le Mali très important parce que c'est quand même, comme vous savez, un outil important de lutte contre les maladies infectieuses qu'est aussi le paludisme, il faut rappeler. Et donc la vaccination est une composante clé pour lutter contre les maladies infectieuses, dont le paludisme. Avec l'accompagnement des partenaires, les premières doses de vaccins seront disponibles au mois d'avril prochain en Guinée. Aujourd'hui, la vaccination contre le paludisme avec différents types de vaccins, selon les résultats de tests, constitue la nouvelle stratégie en cours d'expérimentation dans plusieurs pays. L'objectif du présent atelier, qui vise à évaluer si l'administration des doses de rappel annuel de vaccins permettra d'obtenir une couverture plus élevée et une plus grande réduction de l'incidence du paludisme que l'administration des doses de rappel avant la saison du paludisme. À cette rencontre internationale sur les vaccins du paludisme, les différents programmes de lutte contre cette maladie, tout comme la vaccination, ont donné la situation de cette pathologie considérée comme un problème de santé publique en Guinée et au Mali. En région forestière, lancement à Guéguédou de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. L'opération se déroule dans les 11 sous-préfectures et la commune urbaine. Plus de 367 000 personnes âgées de 9 mois à 60 ans sont concernées par cette campagne. Elle est organisée par le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination avec l'appui financier de l'OMS, Gavi et l'UNICEF. RTG Nzérekouré, Mohamed Lamine Paye, Mohamed Lamine Diallo, Lancé Kamisoko. 367 488 personnes âgées de 9 mois à 60 ans dans les 11 sous-préfectures et dans la commune urbaine sont visées par la présente campagne de vaccination contre la fièvre jaune lancée ce mercredi à Guéguédou, une maladie qui peut être prévenue par une dose de vaccin valable pour toute la vie. La principale mesure de prévention est la vaccination. La vaccination contre la fièvre jaune est sûre, peu coûteuse et permet de protéger à long terme. Le règlement sanitaire international impose la vaccination anti-amaryle avant tout premier voyage dans une zone endémique. La fièvre jaune est une maladie virale et dangereuse transmise par les moustiques, mais l'un des moyens les plus efficaces selon l'OMS est la vaccination. Tous les pays qui ont des zones à risque de fièvre jaune devraient s'efforcer d'atteindre et de maintenir une couverture élevée au moins autour de 95%. Le vaccin contre la fièvre jaune et toute la vaccination au PF de routine est gratuite. Un seul cas de fièvre jaune constitue une épidémie, d'où la nécessité de prendre des dispositions pour éliminer cette maladie aux conséquences désastreuses. C'est en tout cas la volonté du ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination avec l'appui technique et financier de l'OMS, Gavi et l'UNICEF. La fièvre jaune est une maladie virale grave transmise par les moustiques. Aujourd'hui, elle est prévenue par la vaccination au vaccin anti-amaryle. Une seule dose protège pour toute la vie. La présente campagne de renforcement de l'immunité collective contre la fièvre jaune se réalisera dans toutes les sous-préfectures du district sanitaire de Guéguédou.
La rencontre a été marquée par la présence des autorités civiles et militaires de la préfecture. Une occasion pour le préfet et la présidente de la délégation spéciale d'inviter les populations à se faire vacciner pour éviter la propagation de la fièvre jaune dans le district. Merci à Mohamed Saloupaï pour ce reportage. Dans l'actualité également, valorisation de la culture du riz local. Acteurs et partenaires se concertent pour porter un plaidoyer sur la filière. Il est également question de promouvoir et favoriser l'accès au marché des institutions étatiques et grossistes du secteur privé guinéen. Marwan Kamara, Moussa Bangoura. La Guinée face au défi de la valorisation du riz local sur le marché. Une préoccupation pour des acteurs de la filière. Pour atteindre leur objectif, un cadre national de concertation des producteurs de riz en Guinée est initié à Conakry. Au centre de la rencontre, la formulation d'un plaidoyer à l'endroit des autorités et des partenaires pour la valorisation du riz. Le but final, c'est que les réflexions devraient déboucher sur une note de plaidoyer que ces riziculteurs devraient prendre pour aller contacter les décideurs. Je veux parler du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en compagnie de la Chambre nationale d'agriculture, bien sûr, et puis voir éventuellement auprès de certains partenaires au développement comment la Confédération nationale des organes paysans de Guinée parviendra certainement, n'est-ce pas, à inverser les tendances pour que le riz guinéen soit mieux boosté sur le marché local. Cette journée de concertation est initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture et les partenaires techniques et financiers. Cet atelier nous réunit ici aujourd'hui pour partager nos idées en ce qui concerne des actions concrètes qui puissent permettre donc à ce cadre national de concertation donc des riziculteurs en Guinée de pouvoir aller mener des actions de plaidoyer à l'endroit donc des décideurs politiques et partenaires au développement que nous sommes. Ce conclave multi-acteurs a permis d'exposer la problématique liée à la sécurité alimentaire et à la commercialisation du riz, la céréale la plus consommée en Guinée. Ce que nous attendons à la sortie de cette réunion, c'est la conscience sur la problématique du riz, la conscience également sur le fait qu'il y a une nécessité de trouver un véritable cadre ou de rendre opérationnel ce cadre de concertation qui regroupe les représentants des fédérations régionales et qui plaident en ce que le riz local soit une priorité dans le sens de la promotion du riz local. Avec le soutien et l'accompagnement des décideurs et des partenaires, la Guinée pourrait stimuler la compétitivité du riz national en améliorant les rendements et les conditions de vie des producteurs. De son côté, le directeur général adjoint des unités agricoles et agro-industrielles vient d'achever une visite de terrain dans les unités agricoles de l'armée. C'est au compte de la campagne agricole 2024. Malgré les intempéries, plus de 526 hectares de riz ont été récoltés cette année. Adjudant Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Le commandant Namouri Keïta, directeur général adjoint des unités agricoles et agro-industrielles, visite les plaines rizicoles exploitées par les compagnies militaires de production dans plusieurs régions du pays. L'enjeu est d'évaluer les résultats de la campagne agricole 2024. De Farana à Dinguiraï, en passant par Koundian et Bofa, le commandant Namouri Keïta a assisté à la récolte de plus de 526 hectares de champs rizicoles. Nous remercions les autorités par rapport à l'appui qu'ils nous ont fait en nous donnant les engrais, les herbicides pour nous appuyer. Nous sollicitons augmenter nos capacités de production. La plaine a été complètement submergée cette année par l'eau. Sur les 200 hectares cultivés, on a perdu à peu près les 102,88 hectares qui a été complètement submergé par l'eau. Si vous faites le tour de la plaine, vous constaterez que les digues de protection ont complètement cédé. On a cultivé du cumé qui a un cycle de 4 à 5 mois. Donc c'est cette variété que nous sommes en train de récolter. On a évalué 2 variétés selon la pluviométrie. On a fini la récolte des Sosompolo. Nous sommes sur la variété M6. Nous comptons augmenter la superficie. Malgré les conditions climatiques difficiles et les attaques d'animaux, les variétés de riz cultivées par les militaires ont montré une grande résistance et ont permis d'obtenir des rendements exceptionnels en dépit de ces difficultés.
Les unités de production agricole et agro-industrielle ont réussi à atteindre les objectifs ambitieux, démontrant ainsi la détermination et le professionnalisme de ces équipes. Nos impressions de cette année, c'est très positif par rapport à l'année dernière. Vu l'état du champ, c'est une satisfaction et c'est un espoir. On peut remercier le président de la République qui nous a permis de réaliser un tel champ. En marge de sa visite de terrain, le commandant Namouri Keïta a visité les nouvelles infrastructures mises en place pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs militaires. Ces investissements matérialisent la volonté des autorités à soutenir le développement de l'agriculture dans le pays. Et puis, cohésion sociale sur fond de prière et lecture du Saint-Coran, c'est une action de l'association des femmes d'officiers militaires à la retraite. La réussite de la transition est également au cœur de cette rencontre religieuse. Marwan Kamara, Soriba Bangoura, Noumousso Diakité. À la grande mosquée Faisal de Conakry, les membres de l'association des femmes d'officiers et militaires à la retraite et les religieux de la capitale. Le Saint-Coran est invoqué et de ferventes prières sont dites pour renforcer le vivre ensemble dans le pays et soutenir les idéaux de développement prônés par les autorités. On a organisé ça pour qu'il y ait la paix en Guinée, pour la cohésion sociale, pour la paix de nos enfants, parce que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont nos enfants. Parce que la femme a toujours des soucis pour eux, même si l'enfant est vieux. Mais tant que la maman vit, elle voit toujours son enfant petit. On ne peut pas penser à autre chose. Nous, on ne compte que sur Dieu, sur toutes nos 5 prières. Nous nous réjouissons aujourd'hui de cette grande rencontre ici, pour la lecture du Saint-Coran, organisée par nos mamans. Elles ont jugé utile d'organiser cette cérémonie pour la quiétude et la cohésion sociale, le maintien de la paix et de la sécurité en République de Guinée. La journée de prière commune faite autour du Saint-Coran a été rehaussée de la présence des leaders religieux, les associations islamiques et l'ensemble des membres de l'association des femmes d'officiers et militaires à la retraite. Nous remercions bon Dieu et puis nous remercions les organisatrices qui ont pensé au pays pour organiser cette lecture du Saint-Coran, pour implorer bon Dieu et pour faire la prière pour que vraiment le pays là s'avance dans la paix et quiétude. Le secrétaire général est là à travers la Direction nationale des affaires islamiques pour les encourager, pour les assister aussi, pour que vraiment l'organisation ça passe comme il faut. Des vœux pour le bien-être de tous les Guinéens et le développement harmonieux dominent le contenu des prières et des invocations. À travers cette cérémonie, ces promotrices de la paix comptent sensibiliser les populations aux valeurs du pardon et développer la culture de vivre ensemble en Guinée. Enfin, après l'ouverture des portes de la cathédrale Sainte-Marie, la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de l'Abbé, c'est au tour de la paroisse Sainte-Croix de Kindia d'ouvrir sa porte sainte aux fidèles catholiques. C'est Monseigneur Vincent Koulibaly qui a procédé au rite d'ouverture, qui est l'un des sites du pèlerinage de l'Espérance 2025. Plus de détails avec Marie-Angélique Bangoura, Antoine Makoli. Ce dimanche, l'Église catholique a célébré la Sainte Famille de Jésus de Nazareth. À Kindia, Monseigneur Vincent Koulibaly a présidé la célébration au cours de laquelle il a procédé à l'ouverture de la Porte Sainte au compte du Jubilé 2025. Ici à la paroisse Sainte-Croix de Kindia, Monseigneur Vincent a invité les paroissiens à faire de cette année une véritable année de grâce en ouvrant leur cœur pour aimer et accueillir leurs frères et sœurs sans distinction. Que les chrétiens soient davantage des artisans de paix pour mériter d'être appelés fils de Dieu. Que les chrétiens travaillent pour que les gouvernants prennent des initiatives visant à accorder des remises de peine aux prisonniers et à leur donner des parcours de réinsertion dans leurs communautés respectives. Que les chrétiens travaillent aussi pour que les problèmes des pauvres cessent d'être relégués à la dernière place dans le débat politique et économique international. Le pèlerinage de l'Espérance est un temps donné à tous les fidèles chrétiens d'aller à la recherche du Seigneur et de la conversion pour puiser à la source ses bienfaits. Vous savez, les grâces du Seigneur, nous ne pouvons pas les évaluer de manière matérielle.
le Seigneur offre à chacun selon sa demande, selon son cœur et selon la volonté du Seigneur. Mais une chose est sûre, nous verrons l'amour de Dieu se déployer. En faisant une démarche sincère de foi, pendant ce pèlerinage, l'amour de Dieu se déploie pour chacun de nous. Et je peux vous assurer que Dieu n'est pas insensible, car il dit toujours, ma parole ne va jamais sans porter du fruit. S'il l'a dit, il le fera, car il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Les fidèles sont donc invités à effectuer leur pèlerinage d'espérance selon le calendrier établi par le comité du jubilé qui se trouve dans le guide du pèlerin. Les hommes de médias seront les premiers pèlerins de l'espérance de ce jubilé 2025 pour prier et demander les grâces du Seigneur. C'était tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos, c'est avec Ibrahima Souri Kamara. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je vous dis à bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.